Dans le suicide, Durkheim veut démontrer que le suicide est un phénomène social. À l'aide de statistiques, Durkheim compare systématiquement les variations du taux de suicide entre différents groupes sociaux. Il met ainsi en évidence que les célibataires se suicident plus que les personnes mariées, les protestants plus que les catholiques, que le suicide est plus répandu à la campagne qu'à la ville. Il en conclut que le suicide est bien un fait social indépendant de chaque décision individuelle. Plus l'individu est intégré socialement, c'est-à-dire fait partie d'une communauté forte, moins il a de chances de se suicider. Ce n'est pas le simple fait d'être marié ou de vivre en couple qui détermine la propension à se suicider. Le père de famille se suicide moins que le célibataire car sa conduite est davantage soumise au regard de la société. Petite mise en contexte. À l'époque d'Émile Durkheim, la sociologie n'en est qu'à ses débuts, et seuls les prêtres et les religieux parlent du suicide. Émile Durkheim, quant à lui, ne s'est jamais intéressé aux suicidaires. Il ne les a jamais rencontrés, il n'a jamais discuté avec eux. Non, Émile Durkheim travaille en bibliothèque et fait des statistiques. Dans les sociétés de la seconde modernité, c'est-à-dire notre société, les liens sociaux sont devenus plus électifs et contractuels. L'individu supporte de moins en moins que ses choix lui soient dictés par le groupe ou les institutions. Imaginez que les types autour du gars au milieu, c'est la société. C'est pour bien comprendre l'idée. Se libérant de l'emprise des institutions, il s'affranchit des normes et des règles collectives pour effectuer ses propres choix de vie. Le suicide égoïste, c'est un suicide dit individualiste. Durkheim fait le rapport entre le taux de suicide et la situation familiale. Et il constate que les célibataires se suicident beaucoup plus que les gens mariés, qui eux-mêmes se suicident beaucoup plus que les gens mariés avec enfants. Mais ça, c'était avant. Désormais, les enfants sont devenus des coûts et non plus des gains. Effectivement, vous ne pouvez plus les envoyer travailler dès leurs 8 ans, à l'usine ou à la ferme. Vous êtes obligé de les aimer, du moins économiquement, jusqu'à leurs 18 ans. Les femmes se suicident beaucoup moins que les hommes parce qu'elles sont davantage installées dans les cadres sociaux intégrateurs, type famille. Qui plus est, elles se ratent plus souvent que les hommes qui, eux, choisissent une mort virile. Train, arme à feu. Alors que les femmes optent pour les médicaments et ont donc plus de chances de se louper. Durkheim qualifie d'égoïsme cet état où le moi individuel s'affirme avec excès en face du moi social et aux dépens de ce dernier. Le suicide égoïste serait ainsi le produit d'une individuation excessive. Si le lien qui rattache l'homme à la vie se relâche, c'est que le lien qui le rattache à la société s'est lui-même détendu. Dans cet ordre d'idées, un individu auquel le travail fournit l'essentiel de sa raison d'être sociale peut perdre toute raison de vivre quand il rencontre de graves difficultés professionnelles. Le suicide altruiste, c'est un excès d'intégration sociale. On prend l'exemple des suicides de l'honneur, le capitaine de bateau qui coule avec son navire, ou alors les suicides dans les milieux militaires, où le code de l'honneur pousse l'individu à donner son existence. Au nom de codes moraux, l'individu va se donner la mort. Le capitaine de bateau ne se voit pas autre qu'un capitaine de bateau, et c'est pourtant un homme avant tout. Le suicide altruiste, c'est un excès d'intégration sociale. Prenons l'exemple de Tom. Tom qui travaille dans une très grande entreprise. Dès que le travail est défaillant, c'est l'ensemble de l'existence de Tom qui est défaillante. Tom s'épanouit uniquement par le travail, sans que le travail puisse garantir à Tom une vie stable, et même un travail stable. Aujourd'hui, Tom a perdu son emploi. Selon Durkheim, l'homme ne peut être heureux que si ses désirs sont en rapport avec ses moyens. Or, en tant qu'ils dépendent de l'individu seul, les désirs sont illimités. Livrée à elle-même, la sensibilité est, je cite, un abîme sans fond que rien ne peut combler.
Si donc les hommes tiennent à réaliser leurs passions, il leur faut trouver un moyen de les limiter. Ce pouvoir moral, seule la société peut l'exercer, car elle seule a l'autorité nécessaire pour dire le droit et marquer aux passions le point au-delà duquel elles ne doivent pas aller. Le suicide anomique intervient lors d'un défaut de régulation. La réglementation, les normes sont moins importantes, elles sont devenues plus floues. Les individus sont moins tenus, leurs conduites sont moins réglées, leurs désirs ne sont plus limités ou cadrés. Ils peuvent éprouver le mal de l'infini, où tout semble possible, alors qu'en fait, tout ne l'est pas. Le suicide anomique, c'est le fait de constater qu'en période de récession économique ou de croissance économique, dans les deux cas, on observe une augmentation du taux de suicide. L'idée est de dire que le changement brutal des équilibres économiques va mettre en péril l'ordre social. Dans les sociétés stables, les normes sociales fonctionnent. Chacun se satisfait à peu près de sa situation. On rend caduques les normes sociales. On a plus de points de repère sur ce qui est légitime de revendiquer. Ainsi, par exemple, la prospérité économique peut augmenter la frustration des individus s'ils voient qu'ils ne participent pas au gain de la croissance économique. Il y a toute une série de possibles, mais ils sont exclus du possible. Ainsi, le développement économique brutal crée de l'anomie sociale qui crée également du suicide. Dès lors qu'on introduit un changement brutal dans une organisation ou dans la société, on risque d'augmenter l'anomie, et donc le mal-être, et donc le suicide.